Quand j'ai commencé la photographie, je ne retouchais pas mes photos. Un peu comme tout le monde, j'ai acheté mon premier appareil réflexe numérique en pensant qu'il allait être la solution pour réussir toutes mes photos. J'ai commencé à l'utiliser en mode automatique et bien évidemment certaines de mes photos étaient réussies et beaucoup d'autres étaient ratées. Alors j'ai commencé à apprendre les réglages, j'ai appris à les maîtriser, mais j'ai aussi appris une autre chose en même temps, j'ai appris à retoucher mes photos. Et j'ai identifié en fait 5 signaux qui doivent vous alerter quand vous allez trop loin dans votre retouche photo. Comme pour apprendre à maîtriser mon appareil photo, comme pour apprendre les techniques de composition photo, j'avais appris à retoucher mes photos sur le tas, en pratiquant, en faisant beaucoup d'erreurs et en recommençant. Et parfois je me rendais compte que j'allais trop loin dans ma retouche photo, et il y avait des signes, des signaux qui m'indiquaient que j'avais eu la main un peu trop lourde. Alors bien sûr ça s'est fait avec le temps, j'ai mis du temps à identifier ces signaux, mais j'en ai identifié 5 qui doivent vous alerter sur certains points. Quand vous les voyez, ça veut dire que vous avez poussé les curseurs un petit peu trop loin, et que parfois il faut faire marche arrière pour que la photo retrouve tout de suite un bon équilibre. Alors j'ai sélectionné quelques photos justement pour vous montrer et pour illustrer ces points sensibles sur lesquels il faut être très vigilant. Alors j'ai mis un moment avant de m'en rendre compte, mais le soleil brille et les ombres sont sombres. Bah oui, la nature est ainsi faite, la lumière du soleil est très puissante. Et c'est normal, quoi de plus normal que la lumière aveuglante du soleil? Le problème, c'est que lorsque l'on retouche les hautes lumières, on a d'abord tendance à les diminuer. Nous baissons le curseur pour diminuer l'intensité de ces lumières. Et pourquoi? En fait, je ne sais pas trop. Bref, ce n'est pas le but où je veux en venir. Le résultat de cette manipulation, c'est que c'est vraiment moche à regarder. Bon alors là, j'ai exagéré. Vous voyez, c'est un peu comme dans les photos HDR vraiment ratées. Il se crée alors une tonalité qui n'est pas réaliste, en tout cas qui s'éloigne de notre propre perception de la lumière du soleil. Les hautes lumières deviennent jaunâtres et en fait dénaturent la scène. Plus que tout, l'image devient plus plate. La dynamique étant beaucoup plus faible dans cette situation, il en résulte un aspect plus lisse, qui manque de corps. Alors personnellement, je n'hésite plus à faire l'inverse sur certaines de mes photos. Au lieu de baisser les hautes lumières, je les augmente. Je cherche au contraire à renforcer la puissance de la lumière du soleil, je cherche à donner plus de dynamique à mon image. Et c'est un peu pareil avec les ombres. Au début, on a tendance à bien les déboucher, et cela mène parfois à des résultats aussi irréalistes que dans le cas des hautes lumières. Vous voyez par exemple ici, si je les débouche un peu trop, on obtient une image un peu comme dans les hautes lumières, limite HDR, qui fait vraiment pourri. Ah oui, parce que malgré ces grandes capacités, notre œil ne perçoit pas tous les détails dans l'obscurité. En fait, il met un certain temps à s'adapter, et lorsqu'il y a beaucoup de différences de luminosité, il ne peut pas percevoir tous les détails des hautes lumières et des ombres. Alors là où avant j'avais tendance à bien les déboucher pour révéler tous les détails qu'elles cachaient, maintenant je n'y touche même presque plus. Comme pour les hautes lumières, certains détails ne doivent pas être vus, mais suggérés. Il faut laisser place à l'imagination dans l'esprit de la personne qui regarde votre photo. Et lorsque vous apercevez tous les détails cachés dans ces zones des hautes lumières et des ombres, c'est qu'il est grand temps de vous arrêter. Ça veut dire que vous êtes déjà allé beaucoup trop loin. Bien, maintenant passons au contraste. Alors voilà un autre curseur que vous devez manipuler avec précaution. Parce que l'excès de contraste peut vraiment endommager votre photo. C'est d'ailleurs un outil que je n'utilise presque plus. Je vous expliquerai après ce que je fais pour agir sur le contraste de mes photos. Mais d'abord, voici pourquoi vous devez y faire très attention. En fait, il crée, lorsqu'il est poussé trop fort, un halo presque imperceptible autour de certaines zones de l'image. Ce sont les zones situées à la frontière entre les hautes lumières et les ombres. Alors au début on ne les remarque pas, mais avec l'expérience, ces zones deviennent vraiment visibles et quand on les a remarquées, on ne voit plus qu'elles. Alors maintenant, comment faire pour éviter cela? Vous voyez, ce sont ces zones ici,
sur lesquels vous voyez en fait un léger halo avec une densité de points noirs ici plus importante. Alors comment fait-on pour éviter cela? C'est simple, il faut utiliser ce curseur avec des pincettes. Ou bien, faites comme moi, ne l'utilisez presque plus. Et en fait, au lieu d'accentuer le contraste général de la photo, eh bien, vous allez agir uniquement sur les blancs et sur les noirs. Vous pourrez ainsi mieux contrôler la quantité de contraste en fonction de votre image et des zones sur lesquelles il faut agir. Alors l'autre inconvénient de ce curseur, le curseur contraste, c'est qu'en le poussant, vous accentuez aussi la saturation des couleurs. Et ça, vous ne le voulez pas forcément, parce que ce n'est pas joli en fait. Le curseur contraste, c'est comme un rouleau compresseur. Moi, je préfère les outils plus chirurgicaux, c'est-à-dire qui vont me permettre d'affiner, soit localement, soit de manière très précise, le contraste dans ma photo. Alors, il y a un autre outil que j'utilise, c'est la courbe des tonalités. La courbe des tonalités, j'aime beaucoup l'utiliser parce que c'est un outil encore plus précis pour manipuler les différentes tonalités de l'image, c'est-à-dire les tons clairs, les tons moyens et les tons sombres. Mais elle mérite en fait une autre vidéo parce que il y a tellement de choses à dire sur la courbe des tonalités que je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui. Alors après les hautes lumières et les ombres, après le contraste, il y a encore deux curseurs dont vous devez vous méfier. Ce sont les curseurs netteté et clarté. Alors pourquoi? C'est tout simple, c'est parce qu'ils ont des effets pervers. Alors l'outil netteté, comme son nom l'indique, permet d'accentuer la netteté de vos images, et d'ailleurs qui ne rêverait pas d'avoir des photos nettes d'un coup de baguette magique? En fait, c'est un mythe. Et le danger, c'est de pousser ce curseur vraiment trop loin pour essayer de compenser un manque de netteté dans votre image. Et ça ne rendrait pas l'image très jolie parce que si vous le poussez trop fort, alors là volontairement je le pousse au maximum pour vous montrer les différences, mais dans l'image, ce ne sera pas joli parce que vous voyez, ça va donner un aspect plastique, artificiel, et encore une fois un peu comme dans un mauvais HDR. Vous voyez ici les brins de lavande ont un aspect bizarre, enfin pour moi ils ne ressemblent pas à ce que j'ai photographié en tout cas. Alors la moralité, en fait c'est de faire des photos nettes tout de suite à la prise de vue, et ça c'est un prérequis, c'est indispensable. Vous devez vous assurer de la netteté de votre image dès la prise de vue. Parce qu'une fois dans Lightroom ou Photoshop, vous ne pourrez plus faire de miracle. Alors maintenant, il y a un autre curseur avec lequel il faut faire très attention, c'est le curseur clarté. Alors le curseur clarté, il se trouve ici. Voilà. Et comme le curseur contraste, le curseur clarté, c'est pas un rouleau compresseur, mais lui c'est un bulldozer. Un bulldozer parce que lorsque vous le déplacez vers la droite, il clarifie tout, mais vraiment tout, pour le meilleur et surtout pour le pire. Oui, parce que vous voyez, il accentue tous les détails et aussi surtout la texture des éléments. Et non seulement cela donne un aspect bizarre à votre photo, mais ça donne aussi des choses qui paraissent vraiment fausses, qui ne paraissent pas naturelles. Vous voyez, les choses de votre image prennent alors une apparence bizarre, fausse, irréelle, un peu comme en TOC. Alors maintenant, avec l'ajout du curseur texture, vous pouvez bien évidemment agir plus précisément sur la texture des éléments. Vous voyez, j'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là, je vous la mets en lien. Vous voyez que la texture des brins de lavande a été modifiée beaucoup plus subtilement. Bien, à présent, passons au quatrième curseur, celui sur lequel aussi je fais très attention. Je veux parler de la réduction du bruit. Alors vous voyez que sur cette photo, j'avais monté les ISO à 800, parce qu'on était bien avant le lever du soleil. Je voulais capturer ici les cyclistes qui grimpaient le mont Ventoux. Donc ma photo en fait comporte un petit peu de bruit numérique. Et ce que l'on fait dans ces cas-là, en général, c'est que on se dirige vers le curseur réduction du bruit.
ici, et très logiquement, on augmente la réduction du bruit pour essayer de lisser l'image, pour la gommer. Mais le problème, c'est que ça provoque un effet pervers, c'est que vous perdez encore une fois des détails dans votre image. Alors si vous l'augmentez vraiment beaucoup, vous allez voir que l'image va se dégrader en fait, hein. La qualité de détail va disparaître progressivement au fur et à mesure que vous montez, que vous augmentez la réduction du bruit. Alors si vous voulez vraiment réduire le bruit numérique dans votre image, je vous invite à faire aussi comme pour la netteté, c'est-à-dire à vous assurer dès la prise de vue que le niveau des ISO ne dépasse pas le seuil acceptable de votre boîtier, c'est-à-dire que chaque boîtier gère plus ou moins bien un certain niveau d'ISO. Donc à vous de voir avant de prendre la photo jusque où votre boîtier peut monter. Et de cette manière, vous verrez que la gestion du bruit devient acceptable en fait à partir d'un certain niveau dans Lightroom. Bien, à présent passons au dernier curseur, au dernier réglage sur lequel il faut être très vigilant. Je veux parler de, non pas de la saturation ni de la vibrance, mais de la balance des blancs. Alors pourquoi la balance des blancs? Parce qu'elle joue un rôle très important dans la colorimétrie de votre image. Tout simplement parce qu'il faut d'abord gérer, régler la balance des blancs avant de passer à la colorimétrie de vos images, et non pas l'inverse. Parce que la balance des blancs, en fait, elle joue le rôle d'un étalon, c'est-à-dire que c'est elle qui va fixer la gamme des tonalités. Et comment? Tout simplement en choisissant un ton neutre, avec l'outil pipette ici. Alors pourquoi les tons neutres? Parce que les tons neutres, en fait, c'est ce que l'œil humain considère comme réaliste. Et donc si vous modifiez la saturation ou la vibrance d'ailleurs des couleurs, et que cela altère les tons neutres, votre image ne paraîtra pas naturelle. Alors que si vous réglez d'abord la balance des blancs à partir de tons neutres, idéalement le fameux gris 18%, celle-ci semblera en fait réaliste. Et donc, les tons neutres en photographie de paysage, vous les trouvez un peu partout, on a de la chance, parce que vous les trouvez dans l'eau, les nuages, le brouillard, la neige, ou même certains bâtiments. Donc avec l'outil pipette ici, vous allez pouvoir choisir en fait les tons neutres de votre image qui vont servir de base à la colorimétrie que vous allez faire ensuite. Donc par ici, par exemple, vous voyez quand je déplace la pipette sur l'image, sur l'écran de gauche, ici, je vois en fait ce que cela donne au niveau des changements de ton, entre les tons chauds et les tons froids. Donc ici, moi je considère que le ciel représente bien un ton neutre. Ici, dans cette zone où le brouillard est assez dense, idem, et vous voyez sur l'écran de gauche, eh bien le résultat est à peu près le même, effectivement, entre le ciel et le brouillard. Donc si je clique ici, voilà, cela me donne maintenant un aspect en fait plus réel par rapport à ce qui s'est passé lorsque j'ai pris la photographie. Et donc je vais pouvoir maintenant construire et réaliser toute ma colorimétrie à partir de cette base-là. Ensuite, rien ne vous empêche de jouer sur le plan créatif avec cet outil pipette, la balance des couleurs, et de modifier selon ce que vous voulez, la tonalité, les teintes plutôt, et la température. Vous pouvez effectivement jouer avec ces curseurs, mais moi je considère que la balance des blancs doit d'abord être réglée sur les tons neutres, et ensuite, personnellement, je passe sur l'outil TSL, vous voyez ici, pour jouer avec les couleurs de mes images. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez aussi voir la vidéo que j'avais faite à ce sujet sur comment améliorer les couleurs de vos photos. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera maintenant à mieux retoucher vos photos, surtout à vous alerter quand vous allez trop loin dans votre retouche photo, parce que lorsqu'on regarde une photo trop retouchée, on ne voit plus le contenu, on ne voit plus le message qu'elle veut véhiculer, on ne voit plus les émotions qu'elle veut transmettre. Tout ce que l'on voit lorsqu'on regarde une photo trop retouchée, c'est la retouche. Alors souvenez-vous qu'une bonne retouche photo, c'est une retouche photo qui ne se voit pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à trouver le bon équilibre, le bon dosage, à savoir quand il faut arrêter de pousser les curseurs
Et comme souvent dans la vie, le plus difficile, c'est de savoir dire stop, et c'est aussi vrai en photographie. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos garde-fous à vous, comment vous retouchez vos photos sur le plan technique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites pour éviter d'aller trop loin dans vos photos. D'ici là, je vous souhaite de bonnes photos et à bientôt. Ciao!